Nous voici au bas de l'avenue Charles Dupuy, modifiée pour faciliter la circulation automobile. Sur notre gauche, la coupole est l'œuvre d'Achille Proy, l'architecte qui a le plus façonné le paysage urbain de la ville du Puy-en-Velay, avec entre autres bâtiments l'ancienne caisse d'épargne, l'hôtel Regina, le théâtre en 1900, la Verveine du Velay en 1906 et tant d'autres encore. En contrebas de l'immeuble de la coupole coule le Dolaizon, le Doleg pour les intimes. Et c'est avec lui que nous allons parcourir le boulevard. Ah, le Doleg. Voilà bien une charmante petite rivière qui en a rendu des services, tant pour les lavandières que pour toutes sortes d'activités économiques, les tanneries en particulier, sans parler sans doute de la pêche. Mais voilà, comme à son habitude, l'homme a usé, mais aussi abusé de ses bienfaits. Le Dolaizon a fini par devenir l'égout, le cloaque malodorant de la ville, et ce ne sont pas les travaux imposés aux prisonniers de guerre de 1918 qui ont amélioré la situation. Heureusement, grâce à des aménagements récents, ces abords sont devenus un lieu de promenade agréable. Revenons au 7 septembre 1880. Le Dolaizon se met en colère. Faut comprendre. Il inonde la partie basse de la ville. 4 maisons sont emportées par cette crue terrible qui fait un mort. En plus, il faut assainir l'endroit qui sert de dépotoir et fait très mauvais effet pour les voyageurs arrivant par le train. Ce cliché, pris de la place Cadelade, donne un aperçu du cours du Dolaizon à l'air libre. Mais en bas à droite de cette photo, un mur surplombe vraisemblablement le Dolaizon à ciel ouvert. Mais il est suivi plus à gauche d'une sorte de barrière qui semble être le garde-fou d'un pont. Plus à gauche, rien à part le trottoir ne semble séparer le boulevard de la République du faubourg Saint-Jean. Un pont aurait précédé la couverture en béton armé. Le Dolaizon est endigué en 1905-1906 sur décision du docteur Henri Coiffier, maire du Puy depuis 1904, et sera désormais souterrain sur une longueur de 130 mètres, recouvert d'une couverture en béton armé. Mais je vous propose, pour commencer, si vous le voulez bien, la descente du boulevard de la République. Pas en compagnie de la fanfare, car il y a longtemps que j'ai perdu le dos de ma clarinette. Ni avec ces petits rats, le tutu convient très mal à mon teint de pêche. Alors, sur votre gauche, le bâtiment de la Verveine du Velay, l'un des plus emblématiques de notre ville. La Verveine, une longue histoire. En 1859, Joseph Rumillet met au point une liqueur à base de plus de 32 plantes, une verte, forte, une jaune, plus douce, la Verveine du Velay. En 1865, il installe rue Crozatier une distillerie à vapeur appelée Grande Distillerie du Velay Rumillet-Chartier, à laquelle succédera en 1906 l'immeuble de la Verveine du Velay, construite par Achille Proy au boulevard de la République, classé depuis aux monuments historiques en 2004. Plusieurs générations de pagesses ont contribué à la notoriété de ce breuvage, à consommer bien entendu avec modération. Et en face, une école, mon école, celle de mon père, la seule que j'ai jamais aimée, la seule où j'ai eu plaisir à étudier. Et elle sentait toujours bon, avec le parfum de la verveine d'un côté et une bonne odeur de café venue des Cafés Michel qui avaient leur brûlerie rue des Tanneries, pas très loin. Au printemps, avec les beaux jours, la cour se sculptait de petits trous que l'on creusait pour jouer aux billes, au pot disait-on. Ou alors, profitant des 4 arbres de l'entrée de cette cour, c'était les 4 coins. Ou les osselets sous le préau. Le moulin Patot, c'était Monsieur Borel, le directeur. Monsieur Mestre, un charmeur avec ses petites histoires illustrant divers sujets de morale. Monsieur Pandreau et sa méthode de calcul d'avant-garde.
Monsieur Barre et son imprimerie, Monsieur Tonat et son violon, Madame Russier et ses tout-petits, Monsieur Samar, le moulin Patot. Quel joli nom pour un gamin qui venait du garage des sports aménagé en école à la Renaissance. Réservée aux garçons, elle avait été construite à l'emplacement d'un moulin activé par les eaux du Dolaison. Pourquoi Patot? Ce n'était que le nom du propriétaire du moulin, mais c'était tellement beau. Et puis encore, j'aimerais évoquer mes camarades de classe. Les Bozac, les Raffier, Privat, les Boson qu'on appelait Mermoz tant il en était le sosie, Besson, Camperon, Cartal, Dubreuil, Lapère, Gratus, Fournel, Dipéloul, Chamblas, Chabanon, Crosignani et tant d'autres. Je conserve d'eux un souvenir attendri, mais je n'ai aucune photo. Sauf peut-être celle d'une colonie de vacances à Saint-Didier-en-Velay, où certains reconnaîtront peut-être parmi ceux cités précédemment Chamblas, Crosignani et Chabanon. Entre anciens de la Laïque, le Moulin Patot, et de la Libre, Saint-Norbert, on s'est mis quelques peignets en terrain neutre, le square des Carmes. J'ai précédé les pelleteuses pour prendre les derniers clichés de cette école. La mort dans l'âme. Pas mitoyen, mais presque, avec le moulin Patot, le garage Tillère a laissé place à l'hôtel des ventes. Le commissaire-priseur était Louis Garnier, qui fut aussi président de l'Aéroclub et de la prévention routière. C'est pourtant sur la route qu'il a trouvé la mort. C'était un personnage. En particulier, il se souvenait avoir vendu des usines à dentelle et lents métiers, plusieurs hôtels du Puy, dont le meublé bien connu de la rue du Bouillon. Un canon napoléonien en bronze qui, après avoir transité sur Paris, avait été acquis 10 fois son prix par le roi Farouk. Sa fille Marie-Pierre le secondait parfois. Puis l'hôtel des ventes vola vers d'autres cieux, d'autres lieux, au 21 rue du Vent-l'Emporte, la bien nommée. Construit en 1900 par Achille Proy, le bâtiment de la Caisse d'épargne est lui aussi emblématique du Puy-en-Velay. Une de ses caractéristiques, ses vitraux, nous donne l'occasion d'évoquer Charles Bory, maître verrier, né au Puy-en-Velay en 1877, qui va, dès 1912, créer son atelier de peintre décorateur et maître verrier. Parmi de nombreuses réalisations en France et dans le monde, nous retiendrons, pour ce qui concerne notre ville, le célèbre dôme de la Verveine du Velay en pâte de verre teinté et les baies de la Caisse d'épargne. Il s'éteindra au Puy-en-Velay en 1957 à l'âge de 80 ans. Mais revenons à la banque. À ma naissance, la Caisse d'épargne m'offrit généreusement mes premières noisettes. Depuis, les vers se sont mis dans le fruit. Et ma fortune personnelle de quelques francs s'est transformée en poussière d'euros. Mais la Caisse d'épargne fut une des premières à installer une salle des coffres. En 1933, faut dire. Ce qui entraîna un profond creusement du sous-sol, et coûta presque aussi cher que le bâtiment lui-même, c'est-à-dire 120 000 francs de l'époque. L'écureuil n'a pas toujours été l'emblème de la Caisse d'épargne. On trouve la trace d'une ruche dans les années 1920 et 1930, puis d'une fourmi au début des années 1940, alors qu'elle n'est pas prêteuse, paraît-il. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que l'écureuil, l'animal qui a la mauvaise habitude de perdre sa nourriture, s'est imposé comme l'emblème de toutes les caisses d'épargne, mais ce n'est pas avec les noisettes qu'il m'a rapporté que je vais pouvoir m'offrir le bâtiment mis en vente pour la modique somme de 575 000 €. En face de la Caisse d'épargne, M. Monteillet et son équipe faisaient tourner une entreprise de tôlerie-carrosserie avant de partir s'installer rue Jean Solvin. L'alimentation générale Montchamp et Philibert était située au boulevard de la République, un peu après l'ancienne Caisse d'épargne que l'on voit à gauche sur la photo. Une importante file de voitures et camionnettes était stationnée devant l'établissement et servait aux représentants et voyageurs de commerce qui sillonnaient le département et même la Haute-Ardèche pour satisfaire les besoins des petits épiciers de détail dans chaque chef-lieu de commune et dans certains villages. L'entreprise avait édité un charmant petit recueil de dessins illustrant la Haute-Loire. Aux actuels numéros 21 et 23 se trouvait le garage Binazé, dans les années 50, avec son unique pompe à essence, peut-être à main. On reconnaît un peu plus loin les balcons à angles coupés.
À gauche, identifiée par Olivier Chabanne, une Peugeot 202 de 1938 ou 39. À droite, une Matford V8 de 1936. Elles ont encore leur immatriculation JG1. Située à l'angle du boulevard de la République et de la rue des Chevaliers Saint-Jean, à cet emplacement exactement, l'entreprise Morin-Savel, qui assurait le courrier du Puy au Monastier, possédait un camion Saurer, une marque suisse disparue aujourd'hui en France. Cet autobus équipé de roues en bois et de pneus pleins fonctionna dès 1908. La transmission était à chaîne et l'impériale permettait d'entreposer colis et bagages. Équipé d'autobus Saurer bleus, Morin-Savel assurait 3 allers-retours par jour. Mais ce qui m'avait fortement impressionné, c'était leur car isobloc, ce qui se faisait de plus moderne. En face, on a fini par appeler la partie droite de la rue des Chevaliers Saint-Jean la verrue, tant ces vieux immeubles nuisaient à l'esthétique du boulevard. Depuis, la verrue a sauté. La pédale vélavienne, sous la présidence de M. Martouguin, organisait des courses pour ses champions. Les voici réunis près de l'ancienne caisse d'épargne, prêts pour le départ. Du même endroit partirent d'épiques courses de dirigeants. Mais les départs et arrivées des courses contre la montre des clubs locaux Union cycliste du Puy, la Roue d'Or Vélave et Groupe cyclotouriste du Puy se faisaient devant le café Nars, devenu aujourd'hui une école de formation continue. Certains reconnaîtront M. Bonissol, directeur de jeunesse et sport de l'époque, dans d'inhabituelles fonctions de juge à l'arrivée. À ce sujet, un film d'amateur, réalisé lors de l'une de ses arrivées, permet de distinguer vaguement l'aiguille de l'ancienne station Ozo au Carrefour. Des jardins entre le boulevard et le Dolaison, en lieu et place de l'ensemble de bâtiments actuels. Et l'on devine, plus qu'on ne le voit, le bois de Boulogne, qui était un boulodrome. Mais le grand événement qu'a connu le café, c'est l'arrivée pour la première fois d'une étape du Tour de France 1954, Millau-le-Puy, remportée par Forlini, félicité ici par Miss Velay et sa dauphine. Le boulevard de la République fut créé à partir de 1907, en partie dans l'enclos de l'ancien pensionnat de filles du Sacré-Cœur, fondé par les religieuses de Sainte-Marie en 1835. Devenu tour à tour maternelle, pensionnat des élèves du cours complémentaire Jules Ferry, n'est-ce pas Maxime? Puis siège de l'Amicale laïque, il fut transformé en maison de loisirs pour association en 1984, le centre Roger Fournéron. Ce Pono, Grantin, ancien rugbyman, boxeur, fut directeur du centre des Deux Rocs et maire du Puy de 1977 à 1984. En face du centre, notre ami Jean-Luc Alvernias ne peut oublier le numéro 38, pratiquement à l'emplacement du bois de Boulogne. Lorsqu'il a repris l'auto-école tenue par Jeannot Margerie de la Renaissance, elle s'appelait Montlhéry, puis Velay-Mégal, et enfin auto-école du Velay. Merci, monsieur Photoshop. Le 19 septembre 1914, les troupes du Puy vont partir pour le front. Ils défilent ici sur ce qui semble bien être la rue qui nous intéresse. Le petit bosquet va devenir ce que l'on appellera le bois de Boulogne, un boulodrome. Le quartier a été le théâtre d'un crime particulièrement atroce. Il est près de 18h, ce dimanche 2 février 1930, quand les parents Morel, qui habitent le Puy-en-Velay, signalent aux forces de police la disparition de leur fils Jean, âgé de 6 ans. 3 jours plus tard, le 5 février, un hôtelier du Faubourg Saint-Jean déclare avoir fait une découverte macabre. La pauvre dépouille est identifiée rapidement. Il s'agit bien du petit Jean Morel. La boîte crânienne du petit garçon a été littéralement réduite en miettes sur une large surface et son visage porte la trace de nombreuses plaies. Le médecin a constaté également une profonde blessure au cou et une large plaie à l'abdomen. Assez vite, des interrogations se portent sur un dénommé Marius Chabrol.
Dans l'après-midi précédant la disparition de la victime, Auguste Morel, le père de Jean, joue aux cartes au café Terrasse, près de la place Cadelade. L'enfant arrive vers 16h30. Comme souvent, il part jouer dehors avec les enfants du quartier. Marius Chabrol était au café Terrasse. Parmi les consommateurs présents, il explique spontanément avoir rencontré le petit Jean et lui avoir offert des friandises dans un commerce du Faubourg Saint-Jean. Il avoue avoir quitté le débit de boisson vers 17h30. Il rencontre le petit Jean, place Cadelade, lui offre des confiseries et lui demande de le suivre. Cette promenade innocente se poursuit dans les jardins maraîchers situés sur la rive droite du Dolaizon, pour se terminer au bois Boulogne. Chabrol se livre à un attentat à la pudeur sur le petit. L'enfant pleure, appelle sa mère et menace de tout révéler. Pris de panique, Chabrol voit rouge et s'acharne, utilisant comme arme tout ce qui traîne aux alentours. Cercle de barriques, pierres et même un couteau se trouvant dans sa poche. Chabrol jette le corps dans la rivière. Après seulement 1h30 de délibéré, la peine capitale est prononcée. L'exécution a lieu le vendredi 19 septembre 1930. L'exécution de Marius Chabrol est la dernière qui eut lieu en Haute-Loire. Virginie, de notre groupe, précise que le petit Jean était le cousin germain de sa grand-mère Francine Barthélemy et nous a envoyé des photos émouvantes de la maman de l'enfant. Oh les pauvres! Voici ce que l'on pouvait entendre, boulevard de la République, le pater circulait un peu partout dans le Puy à la recherche de peaux de lapin. On menaçait les Garagnat polissons de les faire emporter par ce prétendu père Fouettard. À l'extrémité est du boulevard, nous rejoignons le Faubourg Saint-Jean. Dans le bâtiment à droite, une entreprise de décoration occupait le rez-de-chaussée. Ce carrefour a pendant longtemps été considéré comme le lieu le plus accidentogène de la ville.